Bonjour. Oula. Je commence, il est midi 15 pile. Je suis ravi de vous voir, de vous accueillir. Merci pour votre présence. Je m'appelle Jean Nemo. Je suis le fondateur et le directeur général de la Librairie des écoles. Donc je suis éditeur de manuels scolaires. C'est une maison d'édition que j'ai créée il y a 17 ans déjà pour vous proposer des outils efficaces et qui avaient apporté la preuve de leur efficacité, soit par les comparaisons internationales, soit par les sciences cognitives. Et c'est moi qui ai notamment apporté la méthode de Singapour en France, il y a 17 ans déjà. Qui parmi vous a déjà entendu parler de la méthode de Singapour? Ah oui, d'ailleurs, vous êtes inscrit à l'atelier, c'est un peu normal. Donc ça ne devrait pas me surprendre. Qui a déjà assisté à une formation à la méthode de Singapour? Une personne, ça va. Ça veut dire que ce que je vais dire va pouvoir être utile à la grande majorité d'entre vous. Donc la méthode de Singapour, pourquoi ça marche? Comment ça marche? Alors d'abord, pour commencer, je vous montre ce pentagone. C'est le cadre du programme à Singapour, le programme de mathématiques depuis 1982. Est-ce que le son, ça va là? C'est trop fort? Pas assez fort? Tout va bien? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit au cœur de l'enseignement des mathématiques? La résolution de problèmes. Est-ce que vous savez pourquoi la résolution de problèmes est au cœur de l'enseignement des mathématiques? Quelqu'un veut être volontaire pour répondre à cette question? Ça touche à tous les domaines, très bien. Et pourquoi vous enseignez les mathématiques? Vous enseignez les mathématiques pour résoudre des problèmes, pour que les élèves résolvent des problèmes. Les mathématiques, c'est un outil pour résoudre des problèmes. C'est une simplification du monde, une symbolisation du monde, une modélisation du monde qui va permettre de résoudre des problèmes compliqués grâce à des représentations adaptées aux difficultés qu'on veut affronter. Donc, on va enseigner pour résoudre des problèmes. Mais pour enseigner la résolution, pour aider les élèves à résoudre des problèmes, il va falloir enseigner la résolution de problèmes. Donc il va falloir donner aux élèves une méthode pour résoudre des problèmes, une procédure, des étapes à suivre. Comment est-ce que je fais pour résoudre un problème? Comment est-ce que je fais pour raisonner en mathématiques? Puisque c'est bien ça dont on parle. Et donc la méthode de Singapour est particulièrement reconnue pour sa méthode de résolution de problèmes. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui notamment. Et puis la bonne nouvelle, c'est que quand on résout des problèmes, on fait des mathématiques. Donc on enseigne les mathématiques par la résolution de problèmes. Donc vous voyez, il y a un cercle vertueux qui va s'installer. Je veux enseigner les mathématiques pour que les élèves résolvent des problèmes. Plus ils résolvent des problèmes, meilleurs ils sont en mathématiques. D'accord? Donc c'est vraiment le cercle vertueux qu'on va installer. Alors pour résoudre les problèmes, d'abord, vous voyez que le pentagone, il repose sur une base. Et cette base, ce sont les connaissances. Les élèves doivent acquérir des connaissances que vous devez leur transmettre. La numération, les opérations, la géométrie, les mesures. Et puis après, quand on monte, ils vont avoir des compétences. Est-ce que je sais calculer? Est-ce que je sais manipuler? Est-ce que je sais communiquer mon résultat? Est-ce que je sais vérifier ma réponse? Et parallèlement, vous leur enseignez des procédures. Comment est-ce que je fais pour résoudre un problème? Quelle est la première étape? Quelle est la deuxième étape? Comment est-ce que je fais pour faire du calcul mental? Comment est-ce que je fais pour poser une addition avec retenue ou sans retenue? Je vais apprendre des méthodes de raisonnement, des stratégies, des heuristiques. Et là, vous voyez que plus on monte, plus on a des compétences qui sont élevées. Et on a une compétence que vous devez connaître qui est la métacognition. L'élève se sent progresser. Est-ce qu'il sait qu'il sait? Est-ce qu'il sait qu'il ne sait pas? Est-ce qu'il sait qu'il a des lacunes et qu'il faudrait qu'il progresse? Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses? Quand vous lui enseignez quelque chose de nouveau, est-ce qu'il sait que c'est nouveau? Est-ce que, voilà, donc plus vous êtes explicite dans votre apprentissage, mieux ça sera. Car il faut que l'élève soit à l'écoute de sa propre pensée, qu'il soit l'acteur de son propre apprentissage. Et puis, la plus belle de toutes les compétences, la plus élevée de toutes, c'est est-ce que j'aime les maths? Je vais à un cours de maths, est-ce que je suis content d'aller en maths? Est-ce que j'aime les maths? Est-ce que j'ai peur des maths? Ou alors, parce que si j'ai peur des maths et que j'ai un problème déjà, le mot, c'est problématique, c'est un problème. Si c'est un problème, c'est que c'est pas facile. Donc il faut que je persévère si j'y arrive pas. Il faut que j'ai confiance dans ma capacité à y arriver. Il faut que si je fasse une erreur, je renonce pas pour autant. Donc la confiance en moi, tout ça, c'est donc des compétences qui seront élevées. Donc vous voyez,
Ça fait rêver. Ce cadre, ce pentagone, c'est le cadre du programme à Singapour depuis 1982. Il n'a pas changé depuis, je n'ai pas fait les calculs, mais on va dire, pratiquement 50 ans. Alors que nous, on a eu 6 ministres de l'éducation en 18 mois. Je dis ça, je dis rien. Alors, petite historique, très rapide. En Singapour, indépendance en 1965. Donc, ils ne sont pas bons en maths. A priori, ils ne sont pas dans les classements internationaux. En 1982, le gouvernement dit si ça continue, il faudra que ça cesse. On va faire de notre pays un pays de mathématiciens et d'ingénieurs. Et donc, il crée la méthode de Singapour. En 1995, vous voyez, pas tout de suite, après 15 ans de formation initiale, de formation continue, il se classe premier au classement Teams. Et en 2007, je le traduis en France. En 2008, pour la première fois, ils participent à PISA. Ils sont premiers du monde. Et en 2016, nous l'avons adapté au programme français. La première édition de la méthode de Singapour n'était pas adaptée au programme français. Et en 2016, on l'a adapté au programme français. Et puis voilà, nous voilà en 2025. Et miracle, moi qui avais édité la méthode de Singapour comme un rebelle pour proposer une méthode différente des programmes disruptive, alternative, etc. Aujourd'hui, les programmes se sont adaptés à la méthode de Singapour. Mais pourquoi est-ce que je vous fais cette chronologie? C'est très important de comprendre que, premièrement, la méthode de Singapour, ce n'est pas une méthode miracle. Les Singapouriens, en 1982, ils n'ont pas inventé une façon d'enseigner les mathématiques. Ils ont fait une synthèse de tout ce qui marche en mathématiques. Et c'est cette méthode qui a permis aux Singapouriens d'être premiers du monde en mathématiques. Ils n'étaient pas bons avant. Ce n'est pas une question culturelle, ce n'est pas une question génétique. J'entends plein de clichés, de stéréotypes sur les Asiatiques qui seraient bons en maths, etc. Si les Asiatiques sont bons en maths aujourd'hui dans tous les classements internationaux, ce n'est pas une question de culturelle ou génétique, c'est qu'ils utilisent la méthode de Singapour. À Shanghai, ils utilisent la méthode de Singapour. En Chine, ils utilisent la méthode de Singapour. Au Japon, ils utilisent la méthode de Singapour. Et ce n'est pas un coup de bol. Ça aurait pu être un coup de bol. Ils sont premiers du monde. Et puis après, voilà. Mais sauf que c'est depuis 30 ans qu'ils sont premiers du monde, à tous les classements, en mathématiques et en sciences. Et aujourd'hui, elle est utilisée dans plus de 60 pays à travers le monde. Et partout où elle est utilisée, partout où les professeurs bénéficient d'une formation de qualité, avec les outils que je vais vous montrer, eh ben, les résultats sont là. Et voilà. Et aujourd'hui, elle a inspiré les nouveaux programmes en mathématiques en France. Donc, sur quoi elle repose? Cette méthode, elle repose sur 3 grands principes que je vais essayer de vous détailler. Premièrement, un principe didactique. Ce n'est pas très original. Les mathématiques, c'est l'art de l'abstraction. L'enfance, c'est le monde du concret, du sensoriel, de l'immédiat. D'accord? Donc, on veut accompagner les enfants du concret vers l'abstrait en leur proposant des étapes intermédiaires. On va leur proposer de représenter le réel, de modéliser le réel. Donc, ils vont manipuler. Ce n'est pas les Singapouriens qui ont inventé ça, c'est Jérôme Brunner. Vous voyez, Inactive, Iconic et Language, c'est les 3 étapes concrètes, imagées, abstraites de Jérôme Brunner. On va demander aux élèves de manipuler, et puis au fur et à mesure de représenter les quantités mathématiques en fonction des notions qui sont enseignées, avant d'utiliser les symboles mathématiques. Je vais y revenir. Deuxième grand principe, un peu plus original, ça c'est un principe programmatique, c'est un principe de progression des apprentissages. Dans toute bonne méthode, vous savez qu'on va du simple au complexe. Et bien là, on va traiter un seul sujet à la fois. Donc, on va traiter les notions sur le temps long. Quand on va faire des additions et des soustractions, on ne va pas faire de géométrie. Quand on fait des fractions, on ne va pas faire de mesures. Voilà, on compartimente jusqu'à ce que les enfants soient entièrement experts pour aller du simple au complexe. Et puis le troisième principe, c'est la méthode explicite. Qui connaît la méthode explicite? Ah, une minorité. Je pensais que ça serait plus. Aujourd'hui, la méthode explicite est extrêmement reconnue dans le monde de l'enseignement. C'est une méthode qui va du simple au complexe, où vous, professeurs, vous jouez votre rôle de modèle. C'est vous qui dites, c'est vous qui montrez, c'est vous qui guidez les élèves pour leur montrer comment faire. Mais je vais y revenir. Typiquement, une classe de pédagogie explicite, c'est moi je fais un exercice devant vous à voix haute, ensuite nous faisons tous ensemble,
et ensuite chacun fait seul. Donc voilà les 3 grands principes de la méthode de Singapour sur lesquels je vais revenir. Concret, imagé, abstrait. J'ai 3 oranges. En réalité, ce n'est pas 3 oranges. Comme dirait l'autre, ceci n'est pas une pipe. Hein, là c'est... si j'avais des oranges, elles seraient toutes différentes. Là, ce sont des dessins d'oranges. Pour les enfants, on va, avant de passer au symbole abstrait 3, on va simplifier, on va ordonner le réel. Vous voyez comme c'est beau, on va ordonner le réel pour les enfants, on va ranger les oranges dans des cases, on va les simplifier, et puis plus tard, on pourra même supprimer le rond orange, on aura encore 3. Puis plus tard, on pourra simplement enlever la séparation et on écrira 3 à l'intérieur de la barre. Vous allez voir. Parce que pour les enfants, le chiffre 3, ça peut représenter 3 oranges, 3 enfants, 3 billes. Ok, bon, ça, la plupart des enfants y arrivent, mais ça peut aussi représenter ma petite sœur qui a 3 ans, où on a rendez-vous à 3 heures, où j'ai bu 3 litres de lait, et d'ailleurs j'ai un peu mal au ventre, mais parce que mon exemple était mauvais. Mais voilà, en gros, il faut que les enfants soient accompagnés dans cette polysémie des symboles, dans cette profondeur des symboles mathématiques qui font toute leur efficacité. C'est parce qu'on a réussi à utiliser le même symbole pour représenter 3 heures, 3 litres et les 3 ans de ma petite sœur ou les 3 oranges qu'on a réussi à calculer des trajectoires de comètes ou à calculer des statistiques ou à faire de l'intelligence artificielle. C'est grâce à la symbolique. Donc c'est ça que vous voulez enseigner. Donc concrètement, comment ça se passe? Ça veut dire que vous allez de la maternelle jusqu'à la 6e, hein, même jusqu'à la 6e, manipuler en utilisant des cubes multidirectionnels. Ça, c'est le plus original et le plus important dans la méthode de Singapour. Ce sont ces cubes, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais ils servent à tout. Ils servent à faire des additions, des soustractions, ils servent à modéliser des situations mathématiques, ils servent à résoudre des problèmes, ils servent à faire des multiplications, ils servent à faire des fractions, ils servent à faire de la proportionnalité, ils servent absolument à tout. Vous allez utiliser des cartes nombres, inventées par Maria Montessori, ça c'est moins original. Vous connaissez ces cartes nombres, ces cartes de numération. Vous voyez, on les superpose pour montrer la valeur de position. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une couleur, le vert pour les unités, le rose pour les dizaines, le bleu pour les centaines, et puis on reprend le vert pour le millier, on reprend le rose pour les dizaines de milliers, on reprend le bleu pour les centaines de milliers, et on reprend le vert pour les millions. Vous voyez, les trois, l'aspect, comment dire, triple, je ne sais pas comment dire, la notation en valeur de position 3 par 3 est respectée par les couleurs. On va utiliser évidemment du matériel de base 10, en particulier au CP et au CE1, et puis, donc je ne m'attarde pas dessus, et puis après, quand on va arriver au CE2, on va pouvoir passer à un stade d'abstraction supplémentaire, où on va faire les mêmes opérations qu'avec le matériel de base 10, mais avec des disques nombres. On va utiliser des disques de fraction, et on va utiliser des géoplans pour tracer les figures géométriques. Je fais exprès de vous montrer ce matériel, parce que ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est tout, il n'y a rien d'autre. D'accord ? Si vous avez d'autres choses dans votre classe, c'est bien, mais ce n'est pas non plus une raison pour transformer votre classe en magasin de jouets. Le matériel, il doit servir un objectif très précis, un objectif didactique le plus précis possible. Et le but, ce n'est pas de laisser les enfants manipuler sur un temps libre pour qu'ils découvrent par eux-mêmes les notions, je vais y revenir, mais vraiment de leur montrer comment ces objets de manipulation leur permettent de représenter des situations mathématiques différentes. Ensuite, deuxième étape, on va représenter. Représenter, ça veut dire qu'on va avoir des représentations multiples. Pourquoi c'est important d'avoir des représentations multiples? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des représentations multiples quand on veut représenter les nombres pour les enfants? Personnaliser la situation? Dépersonnaliser la situation? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants, si vous leur montrez toujours des dés pour représenter le chiffre 4 ou le nombre 4 ou le nombre 3, ils vont penser que le 4 est un carré, ils vont penser que le 3 est une diagonale. Donc il faut leur montrer dès le début que les nombres, c'est beaucoup plus riche que ça. Mais il faut le faire dans un ordre réfléchi. Il faut que ça soit adapté à la notion et au niveau. Là, on est au CP, les collections, la boîte de 10, on va bien ranger les choses dans des cases pour avoir les compléments à 10, évidemment les trains de cubes, les familles de nombres. Vous voyez, on franchit un pas dans l'abstraction, mais ça permet de faire des additions et des soustractions sans utiliser le signe plus et le signe moins. La bande numérique,
très utile en calcul mental. On se balade à droite, on additionne, on se balade à gauche, on soustrait les cartes de numération. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a ces représentations qui ont été sélectionnées pour leur pertinence au bon moment, au bon niveau, pour la bonne notion, on va mettre ces représentations entre elles. Et là, vous voyez qu'on est au CE2. On a déjà vu les fractions au CE1. On a déjà utilisé les cubes multidirectionnels en maternelle pour modéliser des situations mathématiques additives et soustractives. Mais simplement, entre-temps, on a vu la multiplication. Donc on sait qu'un cube, ça peut représenter 2. Un cube, ça peut représenter 4. Et dans ce cas-là, on va multiplier par le nombre de cubes, d'accord? Et on a vu aussi la droite numérique. Et puis il y a certains élèves qui ont peut-être été un peu interrogatifs en disant « mais qu'est-ce qu'il y a entre le 0 et le 1 ?» Eh bien, quand vous allez prendre les cubes, vous allez dire « mais oui, mais un cube rouge, là, c'est 1/6 de la barre. » Et je peux placer sur la droite numérique 1/6 entre le 0 et le 1. D'accord? Donc en fait, le choix de ces représentations, c'est ça qui fait la énorme qualité et tout le succès et toute l'efficacité de la méthode de Singapour. Il ne s'agit pas seulement de dire les mathématiques, c'est concret, imagé, abstrait. Il suffit de savoir qu'est-ce que je fais lundi, qu'est-ce que je fais mardi, qu'est-ce que je fais mercredi, quelle représentation je vais utiliser pour quelle notion, à quel âge et quand est-ce que je vais les mettre en relation entre elles, ces représentations. Elles sont enseignées explicitement. Les enfants savent qu'ils peuvent représenter les nombres de différentes façons. Tout ça, ils savent qu'ils peuvent représenter avec des cubes, avec des cartes de numération, en chiffres, en lettres. Ils peuvent représenter les nombres de plusieurs façons. Et tout ça, ça sert à quoi, évidemment? Ça sert à donner du sens aux mathématiques, au lien entre les nombres. Avant de passer aux procédures abstraites. Dans la méthode de Singapour, on va retarder le plus possible les procédures abstraites. Et quand on y arrive, abstraire, on va utiliser les symboles, bien sûr, mais toujours en lien avec les représentations. Là, j'ai 4/5 moins 1/10. Pas facile à faire, 4/5 moins 1/10. On ne va pas d'abord leur apprendre qu'il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 pour pouvoir obtenir un dénominateur commun. On va d'abord leur montrer comment ça fonctionne. D'accord? Donc là, j'ai 4/5, c'est-à-dire que j'ai 4/5 de la barre qui sont coloriées en rose. Et là, il faut que je retire 1/10, mais les enfants savent que si je veux faire une soustraction, je peux poser les deux barres l'une en dessous de l'autre et comparer la différence entre les deux. Mais comment est-ce que je vais faire? Ah, mais si je coupe 1/5 en deux, ça va faire 1/10. Et donc là, je peux compter avec mes doigts, avec mes yeux, je peux voir le résultat, les 7/10 qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est important, pas seulement parce que c'est clair et parce que c'est simple et parce que c'est progressif, c'est important parce que ça encourage les élèves à avoir confiance dans les mathématiques. Les mathématiques, ce n'est pas des formules magiques. C'est pas j'applique une procédure, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, avec un petit peu de chance, ça va marcher. Par contre, si ça ne marche pas, il ne faut pas me demander pourquoi. Vous voyez, si on apprend trop tôt aux enfants à multiplier les numérateurs et les dénominateurs, si on apprend trop tôt aux enfants à faire des divisions posées ou des soustractions posées sans leur expliquer c'est quoi la retenue, sans expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité avec des objets de manipulation ou des choses à voir, ils vont finir par perdre confiance dans les mathématiques. Donc on ne va jamais cesser de manipuler, même en 6e. On va toujours faire passer le pourquoi avant le comment, pour donner du sens, avant les procédures abstraites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà mis « pour donner du sens avant les procédures abstraites » à la précédente slide. C'est que je voulais insister sur le sujet. Ensuite, deuxième principe, la pédagogie de la maîtrise. La pédagogie de la maîtrise, je vous ai dit tout à l'heure, on va étudier une seule notion sur un temps long. Ça veut dire que si vous utilisez la méthode de Singapour dans votre classe, faites confiance à la progression. Faites confiance à la progression parce qu'elle n'a pas été choisie au hasard. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si on enseigne une notion sur le temps suffisamment long, tous les élèves vont finir par la maîtriser. Parce qu'on va voir la notion sous tous les angles. On va manipuler, on va aller du concret à l'abstrait, on va aller du simple vers le complexe, on va voir tous les sens de l'addition. L'addition, ce n'est pas seulement ajouter quelque chose, c'est aussi trouver le tout quand on a les deux parties. On va trouver tous les sens de la division, de la multiplication. Et puis, on va traiter peu de sujets, mais on va les traiter en profondeur, de manière à ce que les élèves en aient une connaissance
très profonde. Alors c'est un peu bizarre, on arrive au CE1, on fait 2 semaines ou 3 semaines de numération, et pendant ce temps-là, on n'a fait aucune addition, aucune soustraction, on n'a fait que de la révision de la numération. Et on ne va pas refaire de numération de toute l'année. Alors c'est un peu troublant pour les professeurs, mais faites confiance, ça va bien se passer. Ça se passe toujours très bien, parce que c'est un choix pédagogique extrêmement fort de dire que si on étudie des notions à fond, alors elles sont mémorisées sur le temps long. Évidemment, elles vont réactiver ensuite. Et le bénéfice, évidemment, c'est que ça facilite la concentration, puisque je fais que de la géométrie pendant 2 semaines. Et comme le professeur m'a annoncé, les enfants, pendant 2 semaines, on va faire de la géométrie, et dans 2 semaines, voilà ce que vous saurez faire. Mais les enfants savent où ils en sont. Hein. C'est explicite. Donc, pour chaque étape, pour chaque unité... Alors, vous voyez le sommaire. Le sommaire, c'est je fais 18 séances, donc plus de 3 semaines, sur les nombres entiers. D'accord ? Ensuite, je fais... je ne vois pas très bien parce que c'est flou, mais je fais une quinzaine de séances à nouveau que sur les fractions. D'accord ? Donc le sommaire, il traduit cette pédagogie de la maîtrise, cette pédagogie concentrée. D'accord ? Concrètement, chaque unité commence par une ouverture. Donc on va étudier ici les nombres jusqu'à 1000. Ça va permettre d'expliciter les objectifs de l'unité. Ça va permettre de faire le point sur les savoirs précédents des élèves et de les mettre dans un contexte concret. Vous voyez qu'ici, on est dans un magasin, dans une agence de voyage. À chaque fois, évidemment, c'est jamais à négliger pour les enfants de donner l'aspect concret et utile des mathématiques. Ça favorise la concentration, comme je l'ai dit, parce qu'on sait qu'on est dans le chapitre les nombres jusqu'à 10 000. Et que si mes parents me demandent ce soir qu'est-ce que tu fais en mathématiques, ben, j'étudie les nombres jusqu'à 10 000. Voilà. Ensuite, ça peut durer 1 séance, 2 séances, ça peut durer 4 séances, ça peut durer 10 séances, ça peut durer 15 séances. On va étudier à fond la notion sous tous les angles. Autant de séances que nécessaire. Et là, ça va permettre justement d'aller pas à pas du simple vers le complexe. Et j'ai répété 2 fois du simple au complexe. Je me suis trompé, je voulais écrire du concret à l'abstrait, vous l'aurez compris. Parce qu'évidemment, vous avez compris, il y a plein de représentations différentes pour représenter les nombres. Donc un coup, on va additionner avec des cubes, un coup, on va additionner sur la frise numérique, un coup, on va faire le lien entre l'addition et la soustraction, un coup, on va faire le lien entre les cubes et la droite numérique, un coup, on va utiliser le matériel de base 10, etc., etc., etc. Comme ça, les enfants auront eu une approche multisensorielle, une approche multiple de chacune des notions mathématiques. La règle des 90%, 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère, c'est un chiffre purement théorique, hein, que dans une notion, si vous avez 90% de choses déjà connues et seulement 10% de choses nouvelles, alors vous allez permettre à tous les élèves de réussir, parce que vous allez éviter la surcharge cognitive, et en même temps, vous allez leur permettre de ne pas s'ennuyer, parce qu'ils progresseront à chaque fois. Donc c'est vraiment le but de trouver juste l'équilibre entre ce que j'ai appris, c'est juste un tout petit peu plus difficile que ce que j'ai fait la veille, j'ai appris quelque chose de nouveau dont je peux que je peux exprimer, que je peux expliciter, et j'ai réussi à faire quelque chose que je ne savais pas faire hier, et donc ressentir le frisson cognitif, vous voyez, quelque chose la fierté, le plaisir d'avoir ressenti quelque chose, d'avoir réussi quelque chose. Et c'est quand même génial si vous pouvez parvenir à ce que vos élèves ressentent autant de plaisir à faire des maths qu'ils en ressentent à faire des jeux vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, ils l'appliquent, hein, la règle des 90%, 10%. Ils savent très bien que c'est comme ça que les élèves sont motivés. Les enfants sont motivés. Et dernière étape de l'unité, objectivation. Là, on prend le temps, une séance entière pour faire le point. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'unité? Et là, on récapitule. On fait le bilan de l'unité. On évalue la compréhension des élèves avec de l'évaluation formative. Ensuite, on favorise la métacognition. C'est à ce moment-là que les élèves s'arrêtent et réfléchissent et disent « Ah oui, maintenant je sais représenter les nombres de 4 façons différentes, etc. Ah oui, je sais résoudre les problèmes. J'ai appris 3 schémas pour résoudre les problèmes. » On va encourager les élèves à écrire un journal où à chaque fois, ils vont pouvoir dire avec leurs propres mots, avec leurs propres dessins, avec leurs propres représentations ce qu'ils ont retenu. On va leur proposer de faire des petits jeux. Vous voyez, c'est un peu une pause à la fin de l'unité, un peu une étape avant de passer à autre chose. On fait un jeu mathématique, et puis explorons, on va essayer de creuser encore un peu plus loin.
Donc maintenant, je passe au troisième principe, la pédagogie explicite. Qui veut me rappeler les deux premiers principes? Est-ce que vous voulez me rappeler les deux premiers principes? Regardez pas vos notes, hein. Et ne l'aidez pas, et ne l'aidez pas. Ouais. Ouais, pas mal, bravo, on applaudit. Bravo. Bon, bah, ce que je viens de faire là, pour m'amuser un petit peu, c'est de la pédagogie explicite. En gros, j'ai qu'une slide. Je pourrais en parler pendant des heures, mais là, il me reste plus que 6 minutes 48. Donc, je ne vous présente qu'une slide sur la pédagogie explicite, mais c'est un sujet passionnant. La séance idéale en pédagogie explicite, c'est la présentation. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Deuxième partie, c'est ce que je disais, je fais devant vous. Phase de modelage, 5 minutes. Je fais un exercice avec vous, devant vous, à voix haute, en mettant un haut-parleur sur ma pensée. Et comme ça, je vous montre comment faire. Et je ne vous dis pas comment faire. Je me pose la question à moi-même, comment est-ce que je fais pour additionner ces nombres? Comment est-ce que je fais pour résoudre ce problème? Et je réfléchis à voix haute. Et comme vous utilisez le jeu, eh ben, les élèves sont en empathie avec vous. Ils ont envie de vous aider. Vous pouvez faire semblant de faire des erreurs. Vous pouvez faire semblant de vous tromper. Ils vont répondre à votre place parce que vous utilisez le jeu. C'est subtil, hein, ce n'est pas une méthode magistrale du tout. Je fais un exercice devant vous. Ensuite, pratique guidée. Nous faisons tous ensemble. Et à ce moment-là, vous corrigez immédiatement les erreurs. Vous avez vu, je vous ai interrogé. Je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un lève la main. Dans une classe de pédagogie explicite, on ne lève pas la main. Vous pouvez mettre dans une jarre des petits bâtonnets de glace où vous demandez aux élèves d'écrire leur prénom et vous piochez au hasard un prénom, parce que n'importe qui peut être interrogé à n'importe quel moment. Et c'est important que les élèves puissent répondre chacun individuellement ou collectivement et que vous fassiez une rétroaction immédiate, c'est-à-dire que vous corrigiez immédiatement les erreurs. Vous pouvez même dire, c'est une idée de Monica Nigoy, est-ce que je peux prendre ton erreur et pour m'aider à enseigner aux autres élèves? Et ça, c'est une très belle idée. Vous voyez, vous valorisez l'erreur de cette manière-là. Et ensuite, 10 minutes de pratique autonome. Et enfin, on fait un bilan, on ferme les cahiers, on ferme les écrans. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Il faut absolument que je vous parle du modèle en barre, en 4 minutes 48. Le modèle en barre, c'est quoi? On a du concret, et puis on va apprendre aux enfants à modéliser des situations concrètes. Ici, j'ai une poire et j'ai 5 oranges. Donc je vais apprendre aux enfants un outil pour favoriser la compréhension. En maternelle, au CP, on va modéliser des situations mathématiques avec ces cubes. D'accord? Et puis, pour faciliter le comptage, on va les coller les uns entre les autres. D'accord? Mais quand on arrive à la fin du CP, on va pouvoir les représenter en 2 dimensions. Quand on arrive à la fin du CP, on a compté jusqu'à 100, d'accord? Jusqu'à 200, jusqu'à 300. Et on ne va pas utiliser 200, 300, 400 cubes. Donc vous allez dire aux enfants, on va faire quelque chose de plus simple. On va prendre une barre. On ne va pas faire tous les petits carrés, là. On va écrire seulement la barre. Et à l'intérieur, on va écrire le nombre. Donc à l'intérieur de la barre, je peux écrire les oranges. J'en ai combien? J'en ai 5. Mais je pourrais aussi bien en avoir 587. D'accord? L'idée, c'est vraiment qu'on a une représentation de plus en plus abstraite. Et après, à quoi ça sert, ça? Ça veut dire qu'on va permettre aux élèves de représenter des situations mathématiques pour servir de support à leur raisonnement et simplifier la verbalisation. Parce qu'avec cette représentation, ils vont pouvoir détailler leurs calculs. Ils vont pouvoir avoir un support visuel à leurs calculs et à leur raisonnement mathématique. Et puis, évidemment, on va préparer à l'algèbre. Parce qu'ici, on va pouvoir avoir des relations entre les nombres, d'équivalence, où l'égalité, ce n'est pas seulement le résultat, mais c'est l'équivalence entre deux quantités. Donc, petit conseil pratique, au CE1, on apprend la technique. Qui est professeur de CE1? Alors, dans ce cas, tous les problèmes, vous tracez les barres. Et vous montrez comment vous faites. Et vous ritualisez. D'accord? Mais les élèves ne tracent pas les barres. Qui est professeur de CE2? Au CE2, vous allez perdre beaucoup de temps dans l'année parce que vous allez apprendre aux élèves à tracer les barres. Et ce n'est pas facile. Et qui est professeur de CM1, CM2, 6e? Ben, vous pourrez remercier vos collègues parce qu'ils vous auront appris, parce qu'ils auront appris aux élèves à tracer les barres.
Ensuite, on profite, vous voyez. Il y a 4 modèles. Modèle partie tout, modèle de comparaison, avec une information supplémentaire ici. Hein. Après, avec les multiplications, les parts égales d'un tout, je peux dire que 3 fois 5 égale 15, et je peux dire aussi, quand je serai au CM2, attention, hein, que 1 cinquième de 15, c'est 3. D'accord? Donc on va faire le lien entre les fractions et les multiplications, et les fractions d'un ensemble. Et après, là, on s'amuse, on a des problèmes. Malheureusement, vous n'aurez plus qu'une minute 50 pour le faire, donc ça ne va pas être facile. Juste, la méthode. Il y a des choses qui sont classiques et des choses qui sont plus originales. Je comprends l'énoncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'écris une phrase-réponse et je laisse un trou, parce que je n'ai pas encore fait le calcul. Mais là, je vais ajouter une étape. Je trace les barres. Et je relis l'énoncé, et je légende la barre au fur et à mesure que j'ai lu l'énoncé. Je peux même barrer l'énoncé pour vous dire à chaque fois toutes les informations que j'ai prises. Est-ce que j'en ai pas oublié? Ensuite, on peut en déduire facilement les opérations à faire. Parce que les enfants savent que quand on a une comparaison, c'est une soustraction. Les enfants savent que si on divise une barre en parts égales, c'est une multiplication ou une division. Finalement, les barres sont aussi très abstraites, hein, puisqu'il n'y a que 4 schémas qui, à eux seuls, peuvent représenter 90% des situations mathématiques de l'école primaire. Évidemment, il y a des exceptions. Mais vous allez trouver à peu près 90% des problèmes arithmétiques, hein, addition, soustraction, multiplication, division, qui sont résolus par ces 4 schémas. Là. Et vous avez 30 secondes pour résoudre ce problème. Gaspard a payé 88,20 € pour 23 crayons et 18 classeurs, tous identiques. D'accord? Les 23 crayons sont tous identiques, les classeurs sont tous identiques. Le prix d'un crayon et d'un classeur est de 4,65 €. Combien coûte un crayon? Vous avez 10 secondes. Et moi j'ai 10 secondes pour vous donner la réponse, ce qui est encore plus grave. Avec ça, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Comment? Quelqu'un veut dire comment il le ferait, lui? Vous, monsieur? En quoi? L'énoncé? Ah oui, il faut commencer par lire l'énoncé, ça c'est sûr. Quelqu'un qui a lu l'énoncé? Personne n'a une idée de comment il faut résoudre ce problème? Pardon? Ouais. Ah, pas mal. Pas mal. La plupart d'entre vous, si je vous laissais suffisamment de temps, vous poseriez un X et un Y. Et vous diriez, X c'est un crayon, Y c'est un classeur, X plus Y égale 4,65 €, 23X plus 18 classeurs égale 88,20 €. Et vous exprimeriez X en fonction de Y pour le remplacer dans l'autre. C'est un système d'équations à 2 inconnus. Et en gros, c'est de niveau 4e, 5e, 4e. 4e, hein, je pense. Sauf que ça, on le fait au CM2 avec les barres. Vous êtes prêts? Vous êtes tous assis? Asseyez-vous ceux qui sont debout. Un crayon coûte. Voilà. Là, j'ai mon modèle en barre partie tout. Crayon plus classeur, ça fait 4,65 €. J'en ai 18 qui sont tous identiques. D'accord? Et comme vous disiez, monsieur, il en reste 5 crayons qui sont tout seuls. Puisque j'ai 23 moins 18, ça fait 5. Donc, une fois que j'ai 23 moins 18, il suffit que je fasse... Oui, vous comprenez que l'algèbre, c'est de la géométrie. À la base, l'algèbre, c'était de la géométrie. D'accord? Les enfants, ils savent que si on fait 4,65 € fois 18, on a, si je peux m'exprimer ainsi, l'aire de cette surface. Hein? Je dis bien si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est bien un raisonnement géométrique. Mais si je fais 4,65 € fois 18, j'aurai bien le prix de 18 crayons plus 18 classeurs. Et donc, je vais le soustraire de ça, 88,20 €. Il me restera les 5 crayons isolés, et j'ai plus qu'à diviser par 5. Ça, qui est professeur de CM2? Moi, j'ai vu un professeur de CM2, au début de l'année, il faut convaincre les parents d'utiliser les barres. Parce que les parents, ils disent, mais pourquoi est-ce que mon enfant, il fait des barres partout, je comprends rien. Et donc, vous faites ce problème devant les parents.
pour les convaincre que c'est absolument génial et que pour les élèves, du coup, ça devient amusant, ça devient agréable, ça devient facile. Merci pour votre attention. Voici nos collections de mathématiques avec des nouveautés, double niveau, 6e, et vous pouvez nous rejoindre sur notre stand La Librairie des Écoles pour en savoir plus sur nos collections. Merci beaucoup.